Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Astuces de com. Et aujourd'hui, on continue la série sur le personal branding et on est dans le 3e et dernier épisode. J'ai eu Caroline Mignot, j'ai eu Miss Buffet Froid qui nous ont partagé leur vision sur le sujet et bien sûr leurs conseils. Et aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir Amandine Barthes avec moi qui est, je pense, avec sa loutre. Est-ce qu'on va bientôt la voir, ta loutre? Oui, elle arrive. Bon, ça va. Donc, Amandine Barthes, qui est pour moi un bel exemple du personal branding, notamment grâce à l'utilisation d'une mascotte. Bienvenue, Amandine, sur le podcast. Est-ce que tu vas bien? Merci, ouais, ça va super, je suis trop contente. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah, c'est moi qui te remercie et je suis également très contente de t'avoir avec moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter très rapidement, puisque je préfère que ce soit toi ensuite qui te présente. Donc, Amandine Barthes, donc si je t'ai choisi pour être avec nous, déjà, c'est que pour moi, tu maîtrises l'art du personal branding. Tout en ayant une personnalité plutôt discrète finalement, et je trouve que c'est bien pour prouver aux gens on n'a pas besoin d'être très exubérant non plus pour faire du personal branding. Donc tu es dans le SEO, le référencement naturel, depuis plus de 7 ans, et ton but c'est de rendre simple et accessible le SEO, et je trouve que tu y arrives à merveille, et je pense que ta loutre t'aide pour beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, carrément. Eh bien, effectivement, ça fait finalement un peu plus de 10 ans que je fais du référencement naturel. Mais ça fait vraiment 7 ans que je prends la parole sur le sujet. En fait, à la base, moi, j'ai commencé à parler de référencement parce que quand j'ai voulu référencer mon propre site, je me suis dit, OK, comment je le rends visible? Et alors là, je suis arrivée sur certaines problématiques qui étaient que je connaissais pas le référencement naturel et que les informations à l'entrée étaient super barricadées. En gros, si tu voulais apprendre par toi-même à référencer ton site, c'était très difficile et les infos étaient très souvent très payantes, mais alors très chères. Ouais. Et ça m'a pas mal agacée, donc j'ai commencé à créer le contenu que j'aurais voulu voir quand moi en fait j'apprenais le référencement. Et notamment j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn avec aucune notion de communication, aucune notion de personal branding. Donc déjà, si ça peut rassurer, j'avais aucun code ni aucune méthode, j'ai juste fait avec mon intuition et ce avec quoi aussi j'étais à l'aise. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pu atteindre un peu plus de 150 000 abonnés sur la marque. Ouais. Mais j'avais pas de code, quoi. Je suis pas une experte en com. J'avais pas un plan très précis en tête et très rodé, quoi. T'as appris sur le terrain et en fait, de toute façon, c'est souvent comme ça qu'on apprend finalement oui. le mieux. Okay. Et pourquoi t'as décidé de prendre un peu ce positionnement du personal branding avec la loutre, enfin tous les codes que tu as pu choisir, parce que toi dans ton personal branding finalement il y a la couleur, donc il y a le bleu, ouais. Il y a la baseline, le slogan SEO sans migraine que tu vas nous expliquer, ouais. Et il y a la loutre. Donc comment tu as fait pour choisir tout ça dans ton branding? Bah déjà j'ai pas choisi parce que j'ai tout pris. Ah ouais, oui c'est vrai, t'as pris. Mais et ben en fait au début j'ai commencé à créer du contenu, j'avais pas de marque, j'avais pas de nom de marque, j'avais pas de loutre, j'avais pas de mascotte non plus. J'ai juste commencé à prendre la parole et partager en fait ce que moi j'apprenais en SEO, et je faisais des posts vraiment très moches à lire et très moches à voir aujourd'hui, où je disais j'ai réussi à faire ça, est-ce que ça vous parle? Bah si jamais, voici ma méthode. Et en fait ça a beaucoup pris parce que pour la première fois en gros il y a quelqu'un qui parlait avec des mots simples sur du référencement, et surtout il y a des gens qui très vite ont testé mes méthodes que je donnais et qui ont eu des résultats. Donc il y a eu un engouement qui s'est fait, et moi j'ai juste continué en fait d'écouter cette fameuse audience qui était en train de se construire. Il y a plein de fois la majorité des gens me disaient en fait tu m'as retiré ma migraine, t'es un vrai Doliprane du SEO, enfin plus de prise de tête, etc. Donc je me suis dit ok, je pense que je vais tout mettre là-dessus, quoi. Let's go, on va faire je vais appeler ma marque le SEO sans migraine. Et quand j'ai appelé la marque le SEO sans migraine, j'ai très vite aussi associé la petite pilule, l'emoji Doliprane. Ouais.
Et je me suis dit ok bah en fait c'est bon, je prends ce positionnement parce que j'aime parler de SEO simple. Dans ma vie depuis vraiment toujours j'ai détesté tu sais quand tu parles avec quelqu'un qui utilise plein de mots compliqués pour te faire comprendre qu'il est expert dans quelque chose. Je suis convaincue que ceux qui sont les plus doués sur un sujet, c'est ceux qui sont capables d'en parler le plus simplement possible. Et donc je suis d'accord avec toi. Ça tu sais ça reliait énormément de choses qu'en fait ça me permettait de m'exprimer, d'exprimer certaines valeurs et en même temps bah je me disais c'est trop cool parce que moi j'apprends de plus en plus le SEO et je le partage et ça aide des gens. Et ça aide des gens à reprendre leur pouvoir sur leur visibilité. Et donc, déjà, ce que tu nous donnes, c'est, enfin, il y a plein de conseils déjà, mine de rien, dans ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu as pu rester toi-même, être à l'écoute finalement de ce que les gens te disaient, les gens te disaient, t'es notre Doliprane du SEO, etc. Et finalement, c'est ça que tu as utilisé pour construire ton personal branding. Et surtout, t'es quand même resté toi-même, puisque toi, ton truc, c'était justement de démocratiser, de vulgariser ton sujet et de le rendre accessible. Et c'est ce qui a fait ton succès finalement. Donc, c'est ça. Ok. Et je pense qu'un des ingrédients qui a fait aussi que ça a énormément fonctionné pour moi, c'est que je me suis jamais vraiment trop prise au sérieux sur les réseaux. Pour moi, ça a toujours été, enfin bien sûr, je suis authentique et c'est une vraie partie de moi qui m'exprime, mais je suis pas hyper sérieuse sur le sujet dans le sens s'il y a un post qui flop, ça va pas ça va pas m'impacter. En gros, je considère plus ça comme un jeu. Tu vois, je me dis ok, donc ça a marché, ok ça marche pas. Et en fait, le fait de pas trop me prendre en sérieux et de rester tout simplement moi-même, ça a permis aux gens de s'identifier déjà et ça a changé un peu du contenu. Tu sais, malheureusement à l'époque sur LinkedIn c'était très pompeux et très moi je fais 10K par jour. Enfin c'est très culpabilisant comme contenu. C'est tout ce que je détestais. Donc je me suis dit bah c'est là où je veux pas aller. Donc j'ai un peu identifié où je voulais pas du tout aller et qu'est-ce que je voulais pas véhiculer. Ça m'a beaucoup aidé dans la suite de ma marque d'ailleurs parce que je me suis toujours dit ok aujourd'hui je publie ça. Est-ce que je suis toujours alignée avec? Est-ce que le contenu que je publie j'en suis fière? Et si la réponse c'était non, c'était que je m'étais perdue, en tout cas dans ma création à un moment donné. Et tu continues de te poser ces questions maintenant? Une fois par semaine. Ouais. Tout le temps. Okay. Est-ce que j'aime ce que je publie? Est-ce que je suis d'accord avec les valeurs que je véhicule? Est-ce que le message que j'envoie à travers mes posts, c'est bien celui-là que je voulais faire percevoir? Et tu parlais de justement que tu prenais ça comme un jeu, etc. C'est vrai que pour avoir discuté avec plein de gens, moi je suis assez active sur LinkedIn et je discute avec plein de gens sur LinkedIn et souvent les personnes qui entre guillemets pour qui ça prend se mettent une vraie pression. En fait, ça devient compliqué. Tu sais, la pression, forcément, faut montrer l'exemple, faut avoir des likes, des commentaires, etc. Toi, tu arrives vraiment à prendre du recul là-dessus ou ça a été quand même compliqué à un moment donné? Je pense qu'il y a eu un peu des deux. Tu vois, il y a eu un moment donné où ça a pris tellement d'ampleur. Il y a eu une année où je suis passée de 20 000 abonnés à 75 000 abonnés. Ouais, c'est énorme. En un an. Ouais. Et ça a été assez énorme. Et en fait, d'un coup, j'ai eu une pression qui est arrivée. En mode, oh là là, mais il y a encore plus de monde. Ouais. Mais du coup, il faut que ce soit hyper quali parce que je peux pas me permettre de leur donner des mauvaises informations. Et après, j'ai eu une pression aussi parce que comme j'ai commencé à me faire ma place dans le milieu du SEO et devenir pour certaines personnes une forme de référence, il fallait vraiment que je pondère le poids de mes mots puisque je pouvais plus me permettre de juste dire ah ça marche pas. Il fallait que j'explique pourquoi et c'est normal. Plus t'as de visibilité, plus plus ça communique et plus ça prend de l'ampleur et plus tu dois faire attention un peu aux infos que tu vas donner, tu vois. Oui, parce que on peut facilement être entre guillemets attendu au tournant par les personnes qui font notre métier et qui parfois sont pas toujours très bienveillants quoi. Voilà, c'est ça. Et j'avoue qu'à un moment donné, j'ai eu une double pression un peu en mode, oh là, il y a beaucoup de gens qui me lisent. Et oh là là, il faut que je fasse attention à mes sources. Ouais. Et en fait, quand cette pression est devenue trop, notamment la pression au like, la pression aux vues sur laquelle on est beaucoup poussé, j'ai arrêté de publier pendant, je pense, 6 bons mois. Okay. J'ai fait une pause totale dans ma com. Et je me suis reposée sur l'essentiel. Pourquoi je publie? C'est quoi ma motivation première? C'est quoi mon pourquoi? Tu vois, c'est quoi ma mission? Le fameux why dont on entend parler partout, notamment personal branding. Et est-ce que j'ai envie de continuer à mener ce why, ce pourquoi ou non? Et me poser ces 3 questions, ça m'a permis de beaucoup plus me dire, mais en fait, aujourd'hui, si je publie un post et qu'il marche pas, vu que c'est pas mon but que ça marche, je dois être capable de m'en foutre. Et ça s'apprend de s'en foutre. Ça oui, c'est ça. Ouais, c'est que je pense qu'après, on arrive à prendre le recul nécessaire, quoi.
Ok. Ça prend. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Tu vois, il y a encore des fois, je me dis, j'ai bossé 4 heures sur ce poste, il a pas du tout marché. T'es un peu dégoûté. C'est normal, c'est décevant. Si on est des êtres humains, on a le droit quand même d'avoir des émotions. C'est ça. Mais après, je me dis, c'est pas grave, j'en ferai un autre qui sera meilleur, ou alors faut que j'améliore mon accroche ou comment j'ai présenté Oui, les il faut choses. progresser, il faut essayer de voir comment progresser, quoi. Ok, bon, en tout cas, donc chouette présentation, et je trouve que t'as vraiment, j'avais pas de doute, mais bien ta place ici, puisque le but du podcast c'est de rendre accessible la communication, et c'est pour ça moi aussi que je bosse dans la com, c'est pour que les gens trouvent que la com c'est pas si compliqué, donc on est bien raccord, donc c'est chouette. Et si avant qu'on aille bien sûr dans les conseils actionnables que les gens attendent impatiemment, j'ai une question. C'est pour toi, c'est quoi un bon personal branding finalement? Je pense que c'est un personal branding où est-ce que tu te sens à l'aise avec. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui peuvent considérer le personal branding comme presque un personnage dans lequel tu vas te mettre. Il y a aussi d'autres personnes qui vont pas du tout jouer de rôle et donc pas du tout de personnage, ça va vraiment être eux. Mais qu'importe le choix et en gros qu'importe la méthode pour prendre la parole, parce que c'est pas facile de prendre la parole, donc il faut chacun a ses petites astuces, tu vois. On s'imagine que c'est quelqu'un d'autre, on imagine que c'est la meilleure version de nous-mêmes. Bref, qu'importe. C'est je pense qu'il faut qu'on soit à l'aise avec. Est-ce que tu te relis, t'es en accord avec ce qui se passe, ça crée quelconque décalage rien que déjà dans ton corps, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Donc ce serait que ça te ressemble à toi avant tout et pas se dire moi j'aime bien les posts de cette personne donc je vais faire exactement pareil, je vais devenir cette personne. Ça peut être tentant, hein, mais c'est vrai que ça fonctionne pas parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'attacher à une personne en elle-même finalement, avec entre guillemets ses qualités, ses petits défauts, sa personnalité, enfin elle en fait. Ok. Et toi, il y a des personnes que tu suis sur les réseaux sociaux qui t'inspirent, parce que en fait, c'est ça qu'on se pose comme question souvent quand toi, t'as déjà un personal branding très travaillé. Comment tu fais pour continuer de te challenger, de toujours progresser? De fou. Déjà, ce que je fais, moi, c'est que je regarde pas du tout ce que font mes concurrentes. Ah oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est dans mon milieu, je vais volontairement ne pas lire les posts parce que j'ai pas envie tu sais, sans faire exprès m'inspirer ou alors tout de suite arriver dans des pensées assez négatives de comparaison et donc retomber dans une espèce de sentiment de culpabilité lié à la création de contenu parce que ça peut arriver très vite et beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc je vais m'inspirer plutôt en fait des gens qui font quasi pas du tout qui sont pas du tout presque dans le digital. Moi il y a des personnes qui m'inspirent beaucoup, notamment Laurie Tillman qui a un super podcast, Justine Galis qui est une super créatrice de contenu et qui a une app de sport et qui fait du contenu mais qui est monstrueux. Il y a aussi Caroline Rowe sur Instagram qui est pareil qui a une app de sport mais qui crée du contenu mais d'une qualité monstrueuse. T'es une sportive ou ouais? Oui, je fais pas mal de sport. Mais en fait, en dehors du fait que ça m'a attirée par le biais du sport, c'est que je me suis retrouvée dans des entrepreneuses qui créent du contenu avec un niveau et un rythme très très élevé, sans jamais s'être travesties pour des likes ou pour vendre leurs produits. Et c'est plus ces personnes-là qui, moi en tout cas, vont beaucoup m'inspirer. Et le fait que ce soit pas dans le digital, ou du moins assez éloigné de ce que je fais, ça me permet aussi d'avoir de nouvelles idées pour moi et de pas rester bloqué, tu vois, à aller regarder que des gens qui font du site, du web, de la com. En fait, ça m'aide à eux ils font ça a rien à voir avec mon métier, mais est-ce que je peux l'adapter de quelconque façon? Ouais, ça te permet de voir différemment justement et de présenter les choses sous un angle dans ton métier que les gens ne font pas forcément, quoi. C'est ça. Ok. Et question pour toi la mascotte, parce que c'est vrai que je pense on doit souvent te poser la question, mais bon c'est quand même tout le monde n'a pas des mascottes. Toutes les personnes qui font du personal branding n'en ont pas. Est-ce que j'ai vu que tu l'avais mise à jour il y a quelques mois, tu l'as remasterisé, repimpé, tu l'as refait une beauté. Mais du coup je suppose que si tu l'as gardé, c'est que tu regrettes pas ton choix de la mascotte. C'est quoi ton ressenti? Enfin ça fait combien de temps maintenant que tu as cette mascotte et c'est quoi un peu ton retour d'expérience là-dessus? La mascotte, elle est arrivée, je pense, 1 an et demi après que j'ai commencé à créer du contenu, par la simple idée que j'avais commencé à utiliser beaucoup l'emoji loutre. Ça avait rien à voir. Et vu que ça avait rien à voir avec ce que je faisais, les gens adoraient parce qu'ils disaient mais c'est cool parce que je comprends pas pourquoi tu me parles de SEO avec une loutre. Du coup, je suis restée parce que ça m'a accroché. Je me suis dit mais c'est quoi le rapport entre les deux? Et le fait qu'il y en ait aucun, en fait, ça a aidé, en tout cas, ça a poussé les gens à rester sur mes contenus. Et en fait, l'emoji loutre, au bout d'un moment, moi, il me limitait énormément et je me suis un peu aussi challengée. Tu vois, je me suis dit ok, à quel point j'arrive
marketingment parlant, à allier deux choses ensemble qui n'ont rien à voir. Donc, je veux une mascotte, je vais pousser le délire jusqu'au bout, je vais voir à quel point ça va prendre. Et en fait, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre pour ma marque, même si c'est un sacré investissement. Il faut pas vraiment ça, faut pas le mettre de côté. Tu vas créer une mascotte que j'ai pas générée par de l'IA et que j'ai fait faire par un créateur, ça coûte de l'argent. Mais ça a été le meilleur choix parce qu'en fait, ça m'a permis vraiment d'incarner ma marque en dehors de ma tête. Parce que je suis un profil introverti, ça m'a mis beaucoup de temps avant que je puisse publier des photos de moi et incarner ma marque avec mon visage. Et en fait, ça a été un peu mon entre-deux au début, d'utiliser cette mascotte. Et au final, avoir des expressions, pouvoir avoir un petit personnage super mignon, en fait, qui va t'expliquer un sujet qui peut te paraître trop compliqué, bah ça t'aide en fait à rester, et elle peut m'aider aussi à faire ressentir plus d'émotions, tu vois, dans mes posts. Et encore plus à participer à rendre le référencement sans migraine beaucoup plus simple, beaucoup plus aérien. Tu vois, quand à l'époque, je crois que j'ai été l'une des premières personnes à faire une mascotte sur LinkedIn, on m'a dit que j'étais ringarde, ridicule, et que c'était grave dépassé, tu vois. Les mascottes, ça appartient aux pubs télé, et ça fait 10 ans qu'on n'en fait plus, tu vois. Et je me suis dit, mais non, parce que moi j'ai cette intuition qu'il faut que j'ai cette mascotte, tu vois. C'est inexplicable. T'as bien fait, hein. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais moi, ça m'arrive souvent auprès de mes clients, tu vois, quand on bosse leur stratégie de com, etc. Ou même d'ailleurs, je suis intervenue auprès d'étudiants pour parler de LinkedIn, etc. Et je t'avais montré en exemple justement pour dire, bah la mascotte, pourquoi pas en fait. Et toi, tu l'as fait de manière hyper intelligente, donc c'est top. Et oui, en tout cas, je regrette pas. Par contre, voilà, il faut être conscient des coûts que ça implique. Ouais. Donc, faut que ce soit vraiment, que ça apporte un plus à la marque et qu'on y voit vraiment une vision. Moi, je sais que je voulais qu'elle incarne mes contenus et qu'elle m'aide à faire lire plus, à m'aider, en tout cas, à accrocher l'attention des gens. Parce qu'en général, tu vois, SEO, référencement naturel, oula, ouais, c'est clair. Oulala, next, trop chiant ce sujet. J'ai déjà la tête comme ça, je vais pas lire là ce truc, tu vois. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ça a été une super décision, en tout cas. Je recommande. Je vois de plus en plus de gens utiliser des mascottes aujourd'hui, et je suis trop contente, tu vois, de voir de plus en plus de mascottes. Je trouve que ça rend les marques un peu plus humaines aussi. Ouais, tu vois, avec un logo, tu vois, c'est vraiment t'as un personnage. Mais après, il y a les mascottes et il y a, tu sais, les petits personnages faits sur IA, mais que je trouve aussi trop chou. On dirait des personnages de dessins animés. Ça, c'est mignon aussi. Mais en fait, après, c'est comme tout. C'est que quand tu le fais au début, c'est bien. Et après, quand tout le monde le fait, bah, du coup, tu te démarques moins. Donc, il faut trouver toujours des nouvelles idées. Mais ouais, en fait, utiliser une mascotte ou un petit personnage comme ça sur des sujets un peu techniques ou un peu, entre guillemets, durs à aborder, c'est un bon moyen, finalement, de rendre le sujet plus fun, quoi. C'est ça. Après, effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont commencé à sortir leurs mascottes et tu sais, leurs petits personnages IA, que je me demande si c'est encore très pertinent de le faire, ou on n'arrive pas, tu sais, à la phase où en fait les gens en ont marre. Moi, je sais que je lâcherai pas ma mascotte parce qu'elle est tellement intégrée dans ma marque. Oui. Il y a des fois sur mes posts, je la mets, je sais pas, sur un post de 15 pages, je vais la mettre sur 10 pages, et les gens me disent, mais elle est où ta loutre? La page 12, il n'y a pas de loutre. Et moi, quand t'as dit, je t'avais fait un post pour dire que oui, t'avais fait du changement sur ta loutre. Au début, j'ai eu peur parce que je me suis dit que t'allais la supprimer. Je me suis dit, mais non, elle va pas faire ça. Oui, mais tu vois, c'était la. C'est vrai. Enfin, on se prend au jeu, quoi. Voilà. Et du coup, c'est devenu une alliée, en tout cas, de ma marque, et pour aussi beaucoup de sujets, tu vois. Je sais pas si aujourd'hui je le ferais direct en me lançant. Tu vois, là, je l'ai fait 1 an après avoir pris la parole. C'était un petit risque financier, ou c'était aussi un risque de com, tu vois. Aujourd'hui, vu comment le marché il est, je sais pas si je l'aurais fait aussi vite. Tu vois, j'aurais peut-être plus attendu d'être ancrée, et je l'aurais fait dans un second temps. Mais c'est vrai que tu vois, enfin moi c'est quelque chose sur lequel je réfléchis. Bon là c'est vu que j'accouche bientôt, enfin j'ai plein de projets donc je vais pas me lancer là-dedans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je réfléchissais, tu vois, sur qu'est-ce que je pourrais faire, même moi, tu vois, dans ma com pour avoir un truc un peu plus sympa. Mais je me dis la mascotte, enfin tu vois, il y a des personnes qui le font très bien, et est-ce que moi ça me correspondrait? Enfin est-ce que c'est le bon moment, comme tu dis? En fait maintenant il faut aussi savoir comment sortir des sentiers battus, quoi. Donc c'est ça. Okay. Après un petit conseil pour sortir des sentiers battus, une mascotte qui est passée par ChatGPT ou de l'IA, ou une mascotte qui est faite par un créateur 3D, il y a pas photo.
La mascotte, ça, juste pour tu vois donner un peu les coulisses, ça, c'est 1 an à peu près de création. Ouais. Il y a plusieurs phases. Il y a les expressions, il y a la qualité. Tu vois, dans mon cas, il y a c'est quoi son regard, c'est quoi la couleur de ses yeux, est-ce qu'on lui met des lunettes, on lui met pas de lunettes. Au niveau de la corpulence, est-ce qu'on la fait un petit peu grasse, est-ce qu'on la fait très très fit, est-ce que c'est on l'associe à en gros un sexe féminin, un sexe masculin, aucun sexe. C'est quoi la couleur des poils, etc. Et tout ça, ça doit être aussi réfléchi. Donc c'est un projet dans lequel en gros, faut se dire, je suis prêt à me lancer, ça va prendre du temps. C'est comme un bébé, quoi, voilà. en fait. Ah ouais, c'est comme ça. Sauf que le bébé, tu choisis pas comment il est, mais. Totalement. C'est intéressant, mais voilà, c'est vrai qu'on se ça rend pas prend du compte. temps. Et t'as déjà parlé dans certains posts de ça, justement, la création enfin tout le travail que ça a demandé, ta mascotte avec un designer, etc. Un peu, je partage les coulisses, mais plus dans la newsletter. Ouais. Mais c'est prévu, de toute façon, de la décanter un peu plus là dans les mois à venir. Ouais, ok. Bon, en tout cas, merci top. Enfin, ce petit point là sur la mascotte, je pense que c'était intéressant. Et donc maintenant, si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu nous partages tes 3 conseils actionnables. Donc là, pour les personnes qui nous écoutent, le but c'est que vous ayez un peu la vision d'Amandine sur le sujet, etc. Mais surtout que vous puissiez passer à l'action. Donc j'avais demandé à Amandine de nous présenter ces 3 conseils, ces 3 meilleurs tips en fait. Carrément. C'est vrai que mes conseils ils vont peut-être plus se prêter à LinkedIn qu'à Instagram, parce que même si j'ai lancé Instagram, ça fait quand même qu'1 an et demi que je suis dessus, donc je me considère pas encore comme l'experte parfaite. Mais il y a quand même des points qui vont se qui se rejoignent. Ouais. C'est ça. Le premier point, et ça je l'ai vu que ce soit dans les personnes que j'ai pu coacher sur LinkedIn ou alors que ce soit dans mes propres coms, c'est d'avoir en fait une proposition de valeur qui est très claire. Et ça doit être le problème numéro 1. Avant même de publier son premier post, avant même de faire son profil LinkedIn, de penser à sa bannière, à sa photo et à ses couleurs, c'est la proposition de valeur. En gros, qu'est-ce que tu vas apporter? C'est quoi ton pourquoi? Et quelle est ta promesse? Moi, dans mon cas, ma promesse, c'est je t'aide à comprendre le SEO sans migraine. Il y a d'autres personnes, tu vois, ça va être je t'aide à gérer tes finances sans prise de tête. Tu vois, je te donne un peu des exemples, mais il faut que la phrase, elle soit assez courte et qu'elle résume en même temps quelle est la douleur, en fait, que tu vas un peu enlever aux gens. Et quand tu trouves ta proposition de valeur et que tu dis ok, c'est ça, il faut plus la lâcher. Mais alors quand je te dis ne plus la lâcher, c'est il faut la tartiner. Moi, je tartine, tu vois, avec le SEO sans migraine. Proposition de valeur, je t'aide à comprendre le SEO sans migraine. Sans migraine. Le SEO sans migraine. Le Doliprane. La loutre. Le bleu aussi pour tu sais, c'est vachement une couleur qu'on dit rassurante. Ouais. Moi, c'est une couleur qui m'a été inspirée assez intuitivement. Je suis très vite allée vers le bleu, mais après analyse, c'est rassurant, c'est posant, c'est doux, tu vois, ça te fait une petite sensation de, moi, ça me rappelait presque la mer, tu vois, la plage. Tu vois, j'étais en mode, ok, parfait. Mais vraiment, une fois que tu as cette proposition de valeur, tu ne la lâches plus, en fait, et tu la tartines, tu la rappelles dans tes posts, tu la rappelles sur tes bannières, dans tes éléments graphiques. Il faut y aller à fond, en fait. Ouais, faut pas y aller voilà, j'y vais un peu, mais pas trop. faut vraiment tout donner. Et surtout, faut pas hésiter à faire des rappels. On a l'impression qu'on a dit une fois sa proposition de valeur et tout le monde sait ce qu'on fait. Donc ça serait un peu mon deuxième conseil. Mais en soi, c'est ne pas hésiter à rappeler ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va apporter et quelle épine du pied on va enlever aux gens. Puisque au final, ce serait un petit peu égocentrique de se dire que tout le monde sait ce qu'on fait et ce qu'on propose. Les gens lisent énormément de contenu. Ils ont aussi leur propre tête remplie. Donc, faut pas hésiter, de la manière bien sûr dans laquelle on est à l'aise, de rappeler quelle est sa mission à toutes les occasions possibles. Tu vois, moi je le fais et dans mes carousels SEO, mais aussi dans mes posts coulisses où je vais parler plus de moi. Je vais très souvent rappeler cette fameuse proposition de valeur pour que le jour où il y a quelqu'un qui se dise « Ah, j'ai besoin de bosser sur mon SEO. Ah, mais il y a cette personne, elle m'a fait ressentir que c'était vachement léger et c'était simple. » Oui, en fait, que les gens aient le réflexe de se dire je pense SEO, je pense Amandine, quoi. Et ça loupe. C'est ça. Et souvent, je crois qu'il y a une phrase, je ne sais pas si la citation est exacte, tu vois, mais on dit souvent, on se rappelle pas forcément de ce que les gens ont fait ou de ce qu'ils nous ont dit, mais de comment ce qu'ils nous ont fait ressentir. Ouais, ça, c'est vrai que c'est plutôt parlant pour le personal branding en plus. Ouais. Et pour le personal branding, en vrai, t'es sur un post. Est-ce que je t'ai fait ressentir que c'était hyper simple et t'as tout compris à la fin et limite je t'ai mis une bonne note, tu vois, en SEO? Ou est-ce que je t'ai donné mal à la tête, d'un coup je t'ai culpabilisé avec mon contenu, d'un coup t'as l'impression qu'après mon post ta to-do list elle a triplé. Et c'est plutôt ces sentiments-là aussi qui sont importants, tu vas te dire ok,
en fait la personne, j'ai aussi envie qu'elle ressente ça, pas ça. Ça rejoint et la proposition de valeur, mais ça rejoint aussi le message que tu veux véhiculer et ce que surtout tu ne veux pas véhiculer. Du coup, si je reviens juste parce que là, tu as dit plein de choses hyper intéressantes sur lesquelles je veux rebondir. Notamment, tu parlais de la proposition de valeur claire. C'est vrai que c'est intéressant de dire que c'est d'abord ça en priorité qu'il faut travailler parce que par réflexe, il y a beaucoup de gens qui vont d'abord se soucier de l'esthétique. Tu vois, quelle couleur je choisis, quelle est ma police parce que, entre guillemets, parfois, on se fait plaisir en faisant ça. C'est la partie fun. Voilà, c'est la partie fun. Bon, pas pour tout le monde, mais pour certains. Et malheureusement, on peut avoir des contenus qui sont super beaux, super jolis et on se dit ouais avec ça je vais cartonner, mais au final si on n'a pas de mission, on n'a pas de valeur ajoutée, si on sait pas quel message on veut véhiculer ou quelle émotion on veut transmettre, en fait ça servira à rien. Donc je pense que déjà faut bien que les personnes qui nous écoutent gardent ça en tête, c'est d'abord bien réfléchir et se poser sur quelle est ma promesse, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Et après effectivement sur le fait de rappeler régulièrement, moi je le vois aussi en discutant avec mes clients, souvent ils me disent oui mais ça je l'ai déjà dit. Oui non mais d'accord tu l'as dit. Déjà, tu l'as dit une fois en 6 mois. Donc, il y a peu de gens qui ont vu passer ce poste-là. Et puis, en plus, en fait, comme tu l'as dit, on est tellement sursollicité. Il y a tellement de contenu maintenant sur tous les réseaux sociaux qu'en fait, les gens, même s'ils nous adorent et même s'ils nous suivent et que, voilà, ils aiment bien ce qu'on fait, ils vont pas se rappeler de ce qu'on a dit il y a 6 mois. Donc, ce que tu dis, pour moi, c'est aussi un point hyper essentiel en personal branding, mais même de manière générale en création de contenu. Tu vois, de bien répéter régulièrement les choses, de pas avoir peur de lasser finalement les gens, quoi. C'est ça. Et s'il y a un dernier conseil que je peux donner, tu vois, ce que moi j'aime bien faire en tout cas, c'est un peu créer des habitudes pour les gens. Parce que les habitudes, tu vois, c'est réconfortant, ça fait du bien, tu vois, de savoir potentiellement que je vais chez Amandine, je sais que ces posts, ils vont toujours à peu près avoir la même structure et les mêmes couleurs. Je connais, tu vois, c'est rassurant. Je sais que je peux me concentrer aussi sur ce qui va être dit à l'intérieur. Il y aura la loutre, donc créer des habitudes, pour moi, ça va être plusieurs choses. C'est pas forcément sur le rythme, parce que, tu vois, j'ai testé tout ce qui est possible sur le rythme et il n'y a pas de règle d'or. Il n'y a pas d'astuce miracle, il n'y a pas de jour parfait, il n'y a pas d'heure parfaite, etc. Par contre, avoir des codes des codes d'habitude dans sa marque. Par exemple, moi, ça va être mon carrousel. Il est bleu foncé. Tu sais que sur le bleu foncé, en général, je vais aller casser une idée reçue. Sur une vidéo, tu sais que je vais peut-être potentiellement plus t'amener des sujets un peu en mode, est-ce que t'as pensé à ça? Est-ce que t'as pensé à ça? Tu vois, c'est plus, je vais t'ouvrir un peu l'esprit. Sur mes posts où j'ai une photo de moi, c'est des posts plus personnels, des posts coulisses où je vais te partager mes coulisses en tant que dirigeante d'agence SEO, en tant qu'hypersensible, en tant que manager. Enfin, tu vois, ça va plus être, tu vois, identifier un peu des contenus. Ces contenus, ils sont avec un objectif, mais surtout avec une habitude. Et je l'ai encore plus remarqué depuis que en fait, avant, j'avais 3-4 templates de posts, des bleus foncés, des bleus clairs. Tu vois, j'avais un peu détaillé mes types de bleus. Et récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un all-in sur un seul template de post. Okay. J'ai sélectionné plus qu'un seul template, une seule couleur et quasi tout le temps la même structure de couverture. Et en fait, ça a apporté un autre niveau, en tout cas, sur l'accroche de mes contenus. Les gens sont venus 3 fois plus, puisqu'en fait, j'ai créé une habitude. Ah, c'est le post bleu d'Amandine cette semaine. C'est con, mais c'est le post bleu, tu vois. Et c'est parfait, moi ça me va. Comme quoi, tu vois, les gens souvent se disent, on est tous trop exigeants avec soi-même parce que tu vois, on se dit, faut que ça soit que je déploie un certain nombre de templates. Faut vraiment pousser la barre haut. Alors qu'en fait, là, ce que tu nous prouves, c'est justement en simplifiant les choses et du coup, tu gagnes du temps, t'es plus efficace et au final, ça te le rend bien puisque t'as aussi des résultats, quoi. Donc c'est ça, parce que au début, je me suis mis trop la pression, pareil, sur la création de contenu. Je me suis dit, ok, faut que un thème de post égale une couleur, égale une structure. Donc, j'ai commencé à complexifier mon process de création de contenu. À tel point que je me suis mis des fois dans des situations un peu d'urgence, ou alors j'étais en retard, ou alors, tu vois, j'avais pas de post planifié, du coup, ce qui génère des situations de stress. Souvent, moi, j'essaie d'avoir 2-3 semaines de contenu d'avance sur tous les réseaux possibles. Comme ça, si je veux dormir, j'ai la flemme, je suis malade, ou qu'importe ce qui se passe, hop, c'est géré, je sais que j'ai déjà traité ces sujets, donc j'ai pas besoin de me mettre dans un truc, non, j'ai pas préparé, etc. Merci de le dire parce que je le dis souvent dans mon podcast que voilà. Le fait d'anticiper quand on peut, bien sûr sans vouloir culpabiliser les gens, mais de préparer en avance, de programmer, de faire du batching, mais en fait ça permet de tenir la régularité et de se lâcher la grappe quand on est à un moment où on n'a pas envie de le faire, quoi.
C'est ça, tu sais, là où j'ai été le moins régulière sur ma création de contenu et après toutes ces années-là, c'était à chaque fois le même déclencheur. J'avais pas préparé mes posts à l'avance, j'avais pas assez d'avance. Donc en fait, je fonctionnais vraiment au stock court, genre hop là, hop là, hop là, hop là. Et en fait, ça m'a conduite à l'épuisement et à l'épuisement qui fait que j'ai perdu en régularité. Et c'est à ces moments-là que j'ai perdu aussi en performance, en stats, parce que j'avais oublié ces fameuses habitudes et je créais plus du contenu avec vraiment, tu sais, cette intention de, ok, quel est le message que je veux véhiculer, mais c'est lundi, j'ai pas de post. Ouais, c'est ça. C'est plus, mais c'est vrai, ça change tout, hein. Ça change tout. Et du coup, après, je vais récapituler tes conseils, mais juste j'ai une question qui me brûle les lèvres. Du coup, est-ce que là aujourd'hui, avec tout ce que tu as mis en place, tu arrives à continuer à créer tes contenus toute seule ou tu te fais un peu aider? Comment tu fais? Parce que au bout d'un moment, on peut plus tout faire tout seul, quoi. J'ai créé mes contenus toute seule jusqu'au mois de septembre. J'ai tenu. Ouais. Et après, j'ai très vite embauché une community manager qui m'aide notamment à gérer plus, tu sais, la partie planification des posts, etc. Parce que je gère quand même 3 réseaux sociaux, j'ai mon agence à côté, j'ai mes formations, donc c'était pas viable si je voulais pas m'épuiser. Par contre, je repasse sur tous les posts. C'est-à-dire qu'en gros, on a plutôt un process de... moi, j'ai défini des templates avec une structure et vraiment une façon de faire un post. Donc ça a été vraiment mon taf parce que c'est une chose que c'est une âme que tu peux pas déléguer, tu vois, sur certains trucs. Et après, en gros, j'ai des sujets et les personnes vont créer, enfin surtout ma community manager va créer donc des essais de posts. Et en fait, moi, elle va me les mettre en à valider et c'est souvent, je prends 1-2 heures dans ma semaine pour aller refaire ce post ou le revalider, remettre un le petit mettre peu à ta manière, etc. quoi. Voilà. Mais en toute transparence, pour arriver à déléguer, il faut aussi arriver à lâcher. Donc il faut accepter que des fois les choses soient un peu moins parfaites, que peut-être c'est pas la phrase, je l'aurais pas mis dans ce sens-là, je l'aurais pas utilisé ce mot-là, mais c'est pas grave parce que le post il est quand même super bien et donc encore une fois on se met un niveau d'exigence très haut alors que les gens ils voient pas grand-chose. Oui, puis entre le mot A et le mot B. Ouais, c'est ça. Et puis le truc c'est que tu peux faire ça parce que justement toi, ça fait des années que tu le fais, donc tu as créé un process, tu vois, tu as quand même des structures, tu repasses derrière, donc il y a quand même des manières de le faire et c'est intéressant quoi. OK. Mais j'aurais pas pu déléguer si j'avais pas fait ce process moi-même. Ouais, c'est clair, ouais. Pas créer du contenu toute seule pendant toutes ces années. Ok, merci pour cette transparence. Donc, si on récapitule un peu les conseils que toi, tu peux donner à quelqu'un qui se pose la question ou qui veut améliorer son personal branding. Donc, tu nous as parlé déjà de, comme on l'a dit, la promesse, un peu de bien réfléchir à la promesse qu'on veut véhiculer, sa proposition de valeur finalement. Le deuxième point, c'était de faire des rappels régulièrement, de pas avoir peur. Donc, peu importe que ça soit dans des carousels, dans des posts, ça peut être dans une newsletter, enfin dans tous les contenus qu'on crée, de toujours rappeler régulièrement un peu cette proposition de valeur et qui va valoriser et insister sur le personal branding et ça permet d'aller au bout des choses finalement, de pas y aller qu'à moitié quoi. Tu nous as aussi parlé d'émotion, donc je trouvais ça intéressant de le mettre dans un conseil à part entière sur quelle est l'émotion finalement que je veux véhiculer dans mon post. Et enfin, donc pour finir, tu nous as parlé de création d'habitudes pour que ça soit réconfortant. Donc pas tant dans comme tu disais, le rythme des posts, etc., mais plutôt dans les codes. Comme tu disais, par exemple, dans les carousels, ça va être plutôt ce type de conseils. Les vidéos, c'est plutôt un peu mindset, ouverture d'esprit. Et les photos, c'est plus du coulisses et du quotidien. Et donc ça, de créer des habitudes, c'est quelque chose qui a bien fonctionné pour toi. Est-ce que j'ai bien résumé ? Super bien résumé, je n'ai rien à dire. Ça va. Heureusement, j'avais pris des notes quand même. Mais c'est top. Ok. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Avant qu'on passe à la fin de l'épisode, malheureusement, parce que bon, j'aurais pu discuter comme ça pendant des heures. Tu sais qu'on va bientôt partager une citation ou une ressource, mais juste avant, est-ce que toi, tu aurais un mot à nous dire justement que t'as pas pu dire là dans cet épisode pour l'instant, qui peut motiver des gens à se lancer dans le personal branding? Carrément, je pense que aujourd'hui ça fait peur parce qu'on se dit que tout est bouché et qu'on peut pas se faire sa place. Et ça fait peur aussi beaucoup parce que à chaque fois les gens, surtout ces dernières années, on a dit pour créer du contenu faut être authentique. Sauf que souvent tu dis ça à quelqu'un, sois authentique dans ton contenu et tu sais c'est un peu la page blanche en mode je comprends pas, ça veut dire quoi être authentique. Donc je voulais juste un peu revenir sur cette notion d'authenticité si ça peut faire un peu déculpabiliser. Je pense que c'est un peu, tu vois, il y a des mots des fois qu'on va surutiliser et du coup ils en perdent presque leur valeur et leur sens. Et pour le mot authenticité, je pense qu'il a subi un peu ça. Pour moi, être authentique dans ses contenus, c'est pas
partager toute sa vie perso et ses opinions et ses engagements. Mais c'est plus, ok, quelle est ma mission, encore une fois? Quelles sont les valeurs qui en découlent? Tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, ma mission, donc c'est le SEO sans migraine. Une de mes valeurs, c'est la considération. La considération, c'est considérer mon audience, c'est considérer les gens avec qui je bosse. Tu vois, c'est vraiment prêter attention à l'autre. Mais c'est aussi créer du contenu qui fait du bien. Donc c'est ne pas culpabiliser, c'est ne pas forcément, tu vois, j'affiche aucun chiffre dans ma communication. Jamais une seule fois on m'a entendu parler du chiffre d'affaires que je fais. C'est très volontaire. Justement pour éviter ce message culpabilisant. Et ça peut être tout simplement se dire, ok, qu'est-ce que je suis ok de partager et je suis pas ok de partager. On dit souvent vie perso, enfin vie privée, vie publique, tu vois. Pour moi, c'est plus, en gros, il y a sa vie personnelle, celle qu'on n'a pas forcément, plutôt la vie intime. Celle-là, si t'as pas envie de la partager, c'est totalement ok. Mais quels sont les sujets qui vont concerner les autres aspects de ta personnalité avec lesquels tu penses que ce serait cool de partager et surtout que toi aussi ça pourrait te faire du bien. Moi, il y a des posts, c'est de la vraie thérapie. Hein. J'écris des posts, c'est une thérapie. Bon, moi, je suis en mode, allez, ça fait trop de bien. C'est super. Voilà, donc je pense que revenir un peu sur cette fameuse notion d'authenticité et pas se dire, ok, je dois être authentique, du coup, on frise. Tu vois, c'est plus dire, ok, qu'est-ce que je veux véhiculer, qu'est-ce que j'ai pas envie. Et en fait, c'est vraiment mettre un cadre. Désolée, je te coupe la parole, je suis vraiment impolie. C'est vraiment mettre un cadre sur finalement qu'est-ce que je m'autorise en fait à dire et à ne pas dire. Et ce cadre, il peut évoluer parce que j'imagine, enfin là, sans rentrer dans le détail, mais je vois un post que tu as partagé récemment, assez intime et privé, où justement tu parlais de jugement de valeur de certaines personnes. Et ça, typiquement, je pense que c'est pas le genre de post qu'au début on ose partager. Non. Et finalement, justement, au fur et à mesure qu'on évolue, on se donne un peu plus d'autorisation, mais parce qu'on maîtrise et on sait ce qu'on veut assumer ou pas, en fait. Et je pense que ça, faut vraiment que les gens qui nous écoutent se le disent, c'est qu'au début, quand ils vont commencer à faire du personal branding, ils vont peut-être être un peu réticents à partager des sujets perso, mais au fur et à mesure, ils vont se dire ah oui, finalement, ça, je me sens à l'aise d'en parler, et en plus, ça peut apporter aux gens, ça peut inspirer des gens, ça peut aider des gens, et finalement, c'est juste ça qu'on veut, c'est que on soit raccord avec ce qu'on partage, quoi. Ça vient avec le temps. Tu vois, moi, pendant, je pense, 4 ans, j'ai parlé que de SEO. Mais tous les jours, j'ai jamais lâché une seule info sur moi. Et ça m'empêchait pas de faire du personal branding. Il y a un moment donné où j'ai fait quelques posts sur l'hypersensibilité. Et en fait, les gens m'ont dit, oh waouh, merci, parce que y a personne qui en parle, ou du coup, ça m'a fait trop du bien à lire. Et donc, je me suis dit, ok, moi, je suis ok de partager ce sujet-là, et ça fait du bien aux gens. Quel est le point négatif? Tu vois, genre vraiment, j'étais en mode, quel est le point négatif? Même, c'est cool de se poser la question aussi sur les retombées de sa marque. Tu vois, récemment, j'ai commencé à faire des posts plus engagés. C'est un choix perso. Forcément, je me suis posé la question, quels sont les risques pour ma marque de prendre ce type d'engagement, etc. Mais tant qu'on est OK avec, ça roule tout seul. Et puis la bonne nouvelle, c'est que comme tu l'as dit, LinkedIn, ça a quand même bien changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était très chemise, cravate. Enfin, faut dire ce qui est. Et là, de plus en plus, grâce à toutes les nouvelles générations, toutes les personnes qui prennent la parole sur des sujets qu'on n'attendait pas, ça permet d'ouvrir des débats et de faire bouger les mentalités. Donc c'est super chouette. Ok, merci. On prend tout à fait ce dernier conseil sur l'authenticité avec plaisir. Est-ce que donc tu veux nous partager soit une citation qui pourrait nous inspirer, une citation que t'aimes bien, ou peut-être un livre que tu veux partager avec nous? Ah oui, moi je suis plus team livre parce que les citations, j'ai toujours peur de les gâcher ou de les écorcher. Mais du coup, je vais me permettre d'en donner 2. Le premier, c'est à un moment donné, moi de ma marque, j'ai lancé ma newsletter et ça a été un vrai tournant pour vraiment ma marque et me sécuriser un peu des réseaux sociaux parce que ça reste des algos, ça fait peur si son compte il se fait bannir et on reste très dépendant, donc il faut sécuriser son business. Moi, j'ai beaucoup sécurisé mon business avec la newsletter. Donc il y a un livre de Juliette Cadeau qui est sorti il y a pas longtemps, Le pouvoir de la newsletter, que je pense est urgent à lire parce que c'est pas si compliqué que ça de créer sa newsletter et ça fait pas si peur. Je l'ai acheté et je dois le lire pendant mon congé de maternité, donc. Voilà. Okay. Et deuxième livre, ce qui là va plus toucher tout ce qui va être lié à votre image et aussi lié plus à ce fameux syndrome de l'imposteur. Il y a un livre qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Et moi, il m'a beaucoup aidé, notamment dans ma communication sur les réseaux sociaux, parce que il m'a appris à faire en sorte que ce soit ok qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec ce que je vais dire et qu'ils vont pas aimer mes posts et que c'est ok. Et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je pense que c'est important quand on s'expose comme ça et qu'on prend un peu ce risque de
de se mettre un peu plus vulnérable, on va dire, de dire des choses qui nous font du bien et qui vont aussi beaucoup nous aider à déculpabiliser, parce qu'on a souvent on va souvent avoir le discours interne qui peut partir dans le négatif, tu vois. Et c'est normal parce qu'on va se comparer à des gens qui n'ont pas le même business que nous, qui ont 5-6 ans d'avance, qui sont pas... c'est automatique, hein, on adore se comparer, et se comparer à quelqu'un qui a 10 ans d'avance. Ouais, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Hein. Mais du coup, j'avais adoré ce livre, il m'avait beaucoup aidé, notamment dans mes périodes un peu de page blanche. Alors, je savais plus quoi écrire, j'arrivais plus à sortir de poste, et bon, oui, ça arrive à tout le monde. Et ça m'a fait du bien. Mais je connais pas du tout celui-là, par contre, donc j'ai noté avoir le courage de ne pas être aimé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en plus, ça va typiquement avec le sujet, parce que il y a beaucoup de gens qui n'osent pas prendre la parole, comme tu dis, parce qu'ils ont peur du jugement, etc. Donc c'est parfait. Je les mettrai en ressources de l'épisode, comme ça vous pourrez retrouver tout ça. Merci beaucoup. Juste avant de se quitter, donc j'aimerais bien que tu nous parles de ton offre. Donc tu as une formation notamment. Est-ce que tu peux me dire comment tu peux aider les gens qui voudraient travailler? Donc plutôt là, c'est sur la partie SEO, hein, finalement, le référencement naturel. Mais vas-y, je te laisse quartier libre. Que peux-tu faire pour nous? Et heureusement que tu me laisses la parole parce que moi je pars des podcasts, j'oublie toujours parler de mes offres. Oui. Et vraiment, rappelez-vous du conseil que je vous ai donné juste avant. Des fois, je suis la première à ne pas l'appliquer, de pas parler de ce que je suis capable, ce que je peux offrir. Concrètement, deux formules que je fais. La première, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé pour soit en gros la création d'une stratégie SEO de zéro, soit justement aller voir ce qui se passe quand on a déjà lancé et que ça stagne ou qu'on n'a pas atteint les mots-clés qu'on voudrait. Ça, je le fais avec mon agence et j'ai une équipe sur Montpellier. On est 7 personnes très passionnées de référencement. On a fait le choix d'être une agence de proximité. Et la deuxième, c'est pour ceux qui ont envie d'être un peu plus débrouillards et qui ont envie de reprendre vraiment le pouvoir sur leur visibilité. J'ai ma formation qui s'appelle 360 SEO qui sort vraiment là dans quelques mois. Et le but, c'est que j'explique en fait comment moi je fais du SEO et toutes mes méthodes, autant du SEO technique, c'est-à-dire choisir son nom de domaine, comment protéger sa marque, à comment obtenir des liens ou créer du contenu, vraiment en globalité. Et je vais aussi beaucoup parler de SEO, notamment sur LinkedIn, Instagram, Substack, YouTube. C'est pour ça que je l'ai appelé 360, parce que le SEO s'arrête pas à Google. Dès qu'il y a une barre de recherche, on peut y aller. Notamment, moi j'ai placé beaucoup d'appart sur Airbnb grâce au SEO. Tu vois, c'est des choses que je partage plus dans mes formations. J'en fais moins de contenu parce que j'ai envie que c'est un petit aspect premium, tu vois. Et cette formation, du coup, c'est, j'avoue, désolée, j'ai mal préparé mon épisode parce que j'ai découvert plein de choses surtout en le préparant, mais j'ai pas trop regardé cette offre, la formation 360 SEO. Est-ce que c'est une formation, ça se passe comment? C'est en ligne, c'est du e-learning, c'est des vidéos, c'est comment ça se passe? C'est tout à fait. En fait, c'est une formation donc en ligne, en vidéo, et elle donne accès en gros à un Discord. Et sur ce Discord-là, moi, je suis dispo avec toute mon équipe pour échanger tout au long de la formation. Bravo. Et donc ça sort quand? Ça sort dans quelques mois. Je peux pas te donner de date exacte, mais restez connectés, quoi. On fera un épisode sur à quel point c'est dur de faire une formation. Ouais, voilà. C'est clair. Bon, en tout cas, pareil, je mettrai toutes les infos dans la description de l'épisode. Et de toute manière, je mettrai le lien de ton profil LinkedIn, Instagram, YouTube. Enfin, je mettrai tout. Comme ça, les gens seront obligés de ne pas louper l'info. Est-ce que ça te va? Merci. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Amandine. C'était vraiment chouette de pouvoir passer ce moment avec toi et surtout de pouvoir profiter de ton expérience et de partager tout ça avec mes auditeurs du podcast. Est-ce que je peux te laisser dire un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, il y a jamais trop de monde, donc prenez votre place, vraiment. Moi, j'ai regretté de pas l'avoir fait avant, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me suis mis des propres barrières comme ça toute seule? Donc, je pense que faut se mettre un petit coup de pied et faut y aller et on regrettera pas. Bon, alors on compte sur vous pour les personnes qui sont allées jusqu'à la fin de l'épisode. Mettez-vous un petit coup de pied aux fesses et lancez-vous donc en personal branding. Et surtout, donc si vous avez aimé cet épisode, faites-le nous savoir. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast. Vous savez tout ce que vous pouvez faire. Laissez un commentaire. Merci Amandine. En tout cas, je te dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt sur Astuces de Com.